Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Fabien Bouglet, le directeur du très intéressant magazine Transition et Énergie que je vous recommande grandement. Je l'ai lu et franchement on va en parler, on va s'appuyer sur ce magazine pour parler des sujets sur l'énergie, sur des factures d'énergie, de la PPE3, de l'industrie automobile, de ce qui se passe avec l'Allemagne. Tous ces sujets, on va s'ancrer dans ce super magazine que vraiment je vous conseille, Transition et Énergie. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Béatrice Rosen. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui. Je voulais revenir sur, je vous ai vu dans pas mal d'émissions. Alors je voudrais quand même dire que notre émission était prévue depuis avant toutes les autres, je vous ai vu. Mais en tout cas, je voulais d'abord recevoir, et vous m'aviez envoyé ce magazine, je voulais d'abord le recevoir, le lire et comprendre un petit peu la situation. C'est très, très bien expliqué. Il y a beaucoup d'intervenants très intéressants. Et notamment, j'ai adoré l'article de Natacha Polony qui décrypte parfaitement la stratégie totalement foireuse que la France a adoptée pour son énergie. Donc, et c'est très, très bien expliqué. Et je pense que ça éclairera beaucoup de monde. Oui, en fait, il faut comprendre que dans le précédent numéro, le numéro 26, on avait publié un sondage sur l'information et les Français. Et on s'est rendu compte au travers de ce sondage que 70% des Français réclamaient plus d'informations sur l'énergie. Alors ça tombait bien puisque le sondage avait été commandé bien avant, mais en juillet 2025, c'est-à-dire il y a maintenant 5 mois, Éric Lézère, qui est le rédacteur en chef du magazine, qui était le rédacteur en chef des précédents propriétaires, me dit à l'issue d'une interview, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait reprendre le magazine Transition et Énergie, qui avait quelques difficultés, et il fallait reprendre et remettre une nouvelle dynamique. Et tout de suite, j'ai dit, bah écoutez, oui, pourquoi pas, moi je suis tout à fait intéressé de reprendre ce magazine, et puis je vais en parler à Xavier Moreno, le président du CEREME. CEREME, c'est un think tank qui a été créé pour justement sur l'énergie, pour remettre de la rationalité dans le débat de l'énergie. Donc c'est un think tank qui est présidé par Xavier Moreno, qui est le créateur d'une boîte qui s'appelle Astor Finance dans le private equity, un financier qui a été patron de Suez. Et il a dit banco, et donc on a repris à trois le magazine Transition et Énergie. Éric Lézère, le rédacteur en chef, qui reste le rédacteur en chef. Moi-même, qui suis directeur général de la société qui a acheté le titre et directeur de publication du titre. Et puis, le CEREME, le centre de recherche pour le mix énergétique. Et donc, eh bien, on l'a repris au mois de juillet et on a sorti le premier numéro au mois de septembre, Éolienne la fin, avec une nouvelle maquette, 30 pages supplémentaires, un nouveau papier, une nouvelle présentation, un nouveau format. Et puis, on a sorti, et donc ça a tout de suite été un succès. Donc ce renouvellement, cette nouvelle formule a attiré énormément de monde, soit sur le site internet Transition et Énergie, où on peut l'acheter et le commander, ou alors dans les kiosques, puisqu'il est disponible dans les kiosques. Alors, pas tous les kiosques, il y a 22 000 kiosques en France, et donc on ne peut pas fournir tous les kiosques, mais il y a sur le site internet Transition et Énergie un logiciel qui permet de mettre là où on habite et qui nous donne l'endroit où le magazine est disponible dans un kiosque, tout simplement. Vous avez bien fait. Encore une fois, je ne connaissais pas ce magazine avant que vous en parliez. Et donc, vous avez très bien fait parce que ça explique vraiment, ça éduque la population. Et plus une population sera éduquée, plus on saura comment discerner les bonnes des mauvaises mesures. Et justement, je voulais parler avec vous. Déjà, en ce moment, l'actualité brûlante, c'est le vote du budget. On voit encore toute la cuisine politique qui est en train de se passer, mais surtout, où en est la PPE3, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui va à terme faire exploser, selon les experts, nos factures énergétiques, ce qui est démenti par le gouvernement. Où est-ce qu'on en est? Parce que ça devait passer, il y avait Marc Ferracci, donc le beau-frère, enfin, ou le témoin de mariage du président. C'est bien parce qu'on reste tous en famille avec toutes ces histoires, on arrive à suivre. Et donc, il voulait le faire passer cet été en catimini. Finalement, il n'a pas pu, grâce à vous, grâce à Alexandre Jardin, grâce au gueux, grâce à plein de choses. On en est où? Décret, pas décret, dans le budget, pas dans le budget, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, on va expliquer de manière pédagogique
ce qu'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. On parle de PPE3, qui est l'acronyme. Pourquoi? Parce que c'est la troisième programmation pluriannuelle. Il y en a eu deux autres. On va dire que globalement, c'est un nom un peu barbare pour signifier le plan futur, les grandes orientations de la politique énergétique du gouvernement. C'est aussi simple que ça. C'est le plan énergétique du gouvernement. On pourrait l'appeler plus simplement comme ça. Il y a tout un débat déjà sur la façon dont cette programmation pluriannuelle de l'énergie doit être fixée. Alors, est-ce qu'elle est fixée par décret par le gouvernement? Et évidemment, le problème, c'est qu'elle a un enjeu financier et budgétaire. Ou est-ce qu'elle doit être débattue par le parlementaire? Donc déjà, avant même le débat sur la politique énergétique, il y a un débat institutionnel pour savoir si elle doit être prise par décret ou fixée par une loi, compte tenu du fait qu'elle a un enjeu budgétaire. Et là-dessus, il y a déjà une tension institutionnelle entre le gouvernement et les parlements. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que cette programmation pluriannuelle de l'énergie, tous les travaux préalables avaient fixé la PPE3 telle qu'elle était prévue en octobre 2024, avait fixé un doublement des éoliennes terrestres, une multiplication par 50 des éoliennes en mer et une multiplication par 4 des panneaux solaires. Ça, c'était la grande orientation. Et puis, pas volontariste très fort sur le nucléaire. Très exactement, il y a un an, nous avons publié avec 10 anciens dirigeants de la filière énergétique française, avec Henri Proglio, André Merlin, Hervé Macheneau, Xavier Moreno, le président du CEREME. On avait également André Merlin, Louis Gallois, Bernard Accoyer, Monsieur Gérondeau, moi-même, Michel Rousseau, qui est le patron de la Fondation Concorde, et je crois que je n'oublie personne. On a publié une lettre dans Le Point, un j'accuse énergétique qui s'appelle Nous dénonçons. Et on y va très fort, et on dénonce la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça a fait d'ailleurs ça fait vraiment une explosion, à telle enseigne que Christina Pluchet, la sénatrice, et on pourra en reparler parce qu'elle a vraiment bien travaillé, elle a fait un énorme boulot cette nuit à 2 heures du matin. Vous voyez, elle était en train de défendre la cause des Français sur la question énergétique. Christina Pluchet, il faut retenir ce nom parce que c'est vraiment une sénatrice agriculteur qui fait vraiment un super boulot. Christina Pluchet, en janvier 2025, a publié également une tribune avec 80 parlementaires en demandant que soit entendue la parole des spécialistes de l'énergie, qui avait été publiée dans Le Point dans la lettre Nous dénonçons. Et puis ensuite, Vincent Louot, autre sénateur qui cette fois n'est pas LR mais Horizon, lui-même agriculteur, a organisé avec moi une conférence de presse le 1er avril au Sénat avec, on a été quand même 80 parlementaires plus 20 spécialistes de l'énergie. Et d'ailleurs, il y avait Henri Proglio qui était là, donc il y avait des personnalités. Et on a demandé au gouvernement de ne pas promulguer la PPE par décret. Et on a demandé que soit respecté le travail parlementaire. Donc il y avait à la fois, vous ne publiez pas la PPE3, et en même temps, vous attendez le travail parlementaire. Parce que corrélativement, il y avait le travail par décret du gouvernement, et en même temps, il y avait le sénateur Grémillet qui avait déposé une proposition de loi, la proposition de loi dit Grémillet, pour établir par la loi une programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on en est toujours là parce que en avril, François Bayrou, Premier ministre, a décidé de ne pas promulguer la programmation pluriannuelle de l'énergie, et il avait justement présenté dans un débat à l'Assemblée nationale le 28 avril, le jour du blackout espagnol, eh bien, sa politique énergétique, et force est de constater que, évidemment, c'était le pire jour pour présenter une politique énergétique, le jour d'un blackout en raison des énergies intermittentes. Puis, ils ont essayé... Ce qu'on ne savait pas à l'époque. Ils disaient qu'ils ne savaient pas pourquoi il y avait eu un blackout en Espagne. Il y avait un savoir. Voilà. Disons que vous avez raison de le souligner. À l'époque, moi-même, je suis passé sur France Info TV, et le lendemain, André Merlin, l'ancien patron de RTE, est passé sur France Info TV et nous avons expliqué que 70% du mix électrique
à 30 minutes avant le blackout espagnol, c'était du solaire et de l'éolien, hein, donc avec 60% de solaire et 10% d'éolien, ce qui déstabilisait complètement le réseau. On pourra y revenir, si vous voulez, sur le blackout espagnol. Le 1er août, et on a fait une émission presque à ce moment-là, eh bien, on dénonce, ils annoncent par communiqué de presse, Marc Ferracci annonce qu'il va promulguer la PPE3 alors qu'il s'était engagé d'attendre la fin du travail parlementaire. C'est à ce moment-là qu'on dénonce les potentiels conflits d'intérêts du ministre de l'Énergie. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a, comment dire, la racine du conflit d'intérêts, elle est toujours existante puisqu'il a travaillé sur la rédaction de la programmation pluriannuelle de l'énergie alors qu'il avait des intérêts potentiels dans le secteur énergétique au travers d'une filiale de la holding familiale de la famille Ferracci. Oui, j'encourage tout le monde à aller voir notre autre émission qu'on avait faite à ce moment-là, parce que vous rentriez exactement dans le détail de tous ces potentiels problèmes d'intérêt. Mais alors, juste question, est-ce que Marc, parce qu'entre-temps, il y a un nouveau gouvernement, est-ce qu'il y a eu le Cornu, puis le Cornubis? Enfin, vous avez pu voir que Marc Ferracci n'a pas été nommé ministre de l'Énergie. Voilà, donc il y a plus, donc c'est ce que j'allais vous demander parce qu'on ne sait plus qui est à quel poste, c'est les chaises musicales, donc là la musique s'est arrêtée, on ne sait plus où ils en sont, donc il n'y a plus de Marc. Alors ils ont réessayé de promulguer la PPE3 pendant la période juste quelques jours avant le départ de François Bayrou. Ils ont encore essayé. Je crois qu'il est parti le 8 septembre, quelque chose comme ça. Et pendant tout le début du mois de septembre, on s'est battu. Alors moi, j'ai été en liaison avec le cabinet du Premier ministre. Je le dis, j'ai été vraiment actif depuis début avril. J'ai eu des contacts assez approfondis avec les hautes autorités sur cette question-là pour défendre les Français, puisqu'il fallait éviter. Alors, et vous écoutez? Ils vous ont écouté? Comment ils vous ont reçu? Vous voyez bien, que la programmation pluriannuelle de l'énergie n'a pas été promulguée. Donc, oui, mais est-ce qu'il y avait une... Je veux dire, quelle était l'ambiance, quoi? Est-ce qu'ils étaient antagonistes avec... Pas du tout. Non, mais il faut comprendre une chose. On parle souvent de l'État profond. Reprenons, je le dis souvent, ça. Moi, ça fait des années que je suis en liaison avec des représentants de l'État profond, mais l'État profond n'est pas univoque, il n'est pas monolithique. C'est une multitude d'États profonds. On a autant d'États profonds qu'on a de personnalités. Après, il y a évidemment des personnalités qui s'insèrent dans une logique. Par exemple, la globalisation fait qu'ils sont contre la souveraineté énergétique et ils vont aller dans un sens idéologique. Donc, vous pouvez avoir un conseiller du ministre de l'Énergie qui va dans ce sens, un autre conseiller qui va dans le même sens, et puis vous pouvez avoir au cabinet d'un Premier ministre ou d'un président de la République une personnalité qui est tout à fait conscient des enjeux. Et donc, c'est pas aussi strict que ça. Je voudrais dire ça parce que souvent on entend, on a des alliés et il y a des résistants et il y a des patriotes dans l'administration et la haute administration et dans les cabinets ministériels. J'ai eu plusieurs signaux, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu aussi, on ne peut pas dévoiler tout ça, mais c'est juste pour donner une petite pointe d'optimisme. Tout n'est pas d'un bloc. Il n'y a pas un bloc monolithique. En effet, on se fait une idée d'un bloc monolithique avec des gens pas qui complotent, mais on les aura ces connards. Enfin, vous voyez. Non, parce qu'il faut savoir qu'il y a des résistances internes. Il y a des entre guillemets des engueulades. Il y a des gens qui vont dans un sens, d'autres dans d'autres, et puis c'est à celui qui prendra le lead dans une orientation. Souvent, la décision politique n'est pas une décision qui est prise d'avance. Elle peut tout à fait être le fruit d'un conflit interne non apparent médiatiquement. Absolument. Voyez, les personnalités rentrent en ligne de compte, les égos, il y a énormément de choses. Les carrières. Il y a des gens qui ont conscience aujourd'hui, je le dis pour les hauts fonctionnaires, pour ceux qui voudraient signer des choses qui vont dans le sens contraire des intérêts de la France, que leur signature comptera pour plus tard. On prendra en considération ce qu'ils ont fait de très mal pour la France, pour leur carrière professionnelle, tout simplement. Il y a un moment, ils seront blacklistés, c'est tout. Aujourd'hui, évidemment, c'est un peu plus compliqué et c'est plus facile pour ces gens-là, mais ils sont en fin de règne.
Et donc, la fin de règne, les décisions qu'ils auront prises. Donc, moi, je dis, je leur laisse une chance. Ils ont la chance d'aller dans le camp du bien. Mais non, mais ils doivent choisir aujourd'hui. Soit aller dans le camp du bien, les canaux de sauvetage du Titanic au lieu de, voilà, de soit rester. le camp du bien, soit le camp du mal. Vous savez, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Eh bien, les gens qui persévèrent dans l'état profond, dans le mauvais sens, eh bien, ils en auront les conséquences plus tard. Mais ce n'est pas forcément moi, mais il y aura d'autres personnes qui Le s'en problème, occupent. c'est que tout le monde pense être dans le camp du bien, c'est-à-dire que personne ne se dit dans le camp du mal. Personne ne dit de lui-même je suis dans le camp du mal. Après, En tout cas les personnes qui veulent déployer et détruire notre souveraineté énergétique sont dans le camp du mal. en tout cas, il vaut mieux dire, je pense, au lieu de dire camp du bien, camp du mal, il vaudrait mieux dire le camp des Français et pas le camp des intérêts personnels. Voilà. Je pense que c'est plus ça la dynamique. C'est une bonne analyse. Donc, on a le gouvernement Bayrou qui démissionne et le gouvernement Le Cornu qui intègre un ministre qui s'appelle Roland Lescure, qui est ministre de l'économie et qui prend le portefeuille de l'énergie. Donc, il n'y a pas, à proprement parler comme auparavant, un ministre de l'énergie attitré comme Marc Ferracci ou comme d'autres avant eux, Emmanuel Vargon ou d'autres ministres qui sont intervenus, ou Olga Givernet, par exemple. Et là, actuellement, c'est donc Roland Lescure, qui a été déjà ministre de l'économie et des finances, qui est ministre de l'économie et des finances, et qui a le portefeuille et la responsabilité d'agir sur la politique énergétique. Et récemment, eh bien, concomitamment, c'est ça qui est intéressant parce que j'ai fait beaucoup de choses où il y avait à la fois des réponses du gouvernement avant qu'on ne lance la formation, quasiment concomitamment à la sortie du magazine Transition et Énergie, qui est sorti le 27 novembre. Et quelques jours avant, le Premier ministre a annoncé d'une part qu'il voulait baisser le prix de l'électricité, on verra comment il compte le faire, et puis qu'il voulait promulguer la programmation pluriannuelle de l'énergie au moment des fêtes de Noël. Voilà, donc par décret. Toujours par décret. Voilà. Donc la façon la plus antidémocratique qui soit. Exactement. Mais l'affaire n'est pas jouée encore. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, nous allons, nous en tout cas, l'équipe du magazine Transition Énergie, on a réuni hier notre conseil scientifique parce qu'on a établi un conseil scientifique de spécialistes de l'énergie qui vont venir appuyer le travail de l'équipe des journalistes et des auteurs du magazine, donc pour étoffer encore l'équipe. Eh bien, nous allons agir parce que le magazine Transition Énergie, Béatrice, c'est un magazine engagé. On ne se cache pas derrière notre petit doigt. C'est très un magazine engagé. C'est pédagogique, c'est engagé, mais c'est pédagogique. Voilà, on est pédagogique, on est sourcé, on est documenté et on a un sens tout à fait clair et rationnel de ce que nous souhaitons. Donc voilà, donc on est un magazine, un trimestriel, on donne de l'information et on donne l'information que l'on pense être la plus juste pour notre pays, pour les Français. Voilà, c'est ça qui est essentiel. Et donc, le magazine Transition Énergie, on l'a racheté pour ça, pour être un porte-voix, pour être un mégaphone de la parole énergétique. Je rappelle une chose importante, c'est que nous avons nos abonnés, nous avons nos lecteurs, mais grâce aux abonnements, nous envoyons, et ça c'est très important, 1300 magazines à des personnalités comme vous, aux députés, aux sénateurs, aux préfets, aux présidents de région, aux présidents de département, 200 journalistes et des influenceurs sur Internet. Donc, vous voyez, ça permet ainsi de créer un halo d'information pour contrer. Alors, au-delà de l'information, que faudrait-il faire pour qu'à nouveau, parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc par décret, ils veulent maintenant à nouveau promulguer cette PPE3. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne soit pas promulgué? Je sais qu'Alexandre Jardin est à nouveau très engagé. Je vois ses tweets passer avec le mouvement des gueux. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour la population pour pouvoir être acteur et ne plus subir tous ces décrets qui sont totalement, qui sont légitimes, qui sont légaux, mais qui sont totalement antidémocratiques dans l'esprit? Le pouvoir se nourrit de la désinformation et de la non-information.
ils vont vous balancer une petite polémique en disant allez, on va envoyer vos enfants à la guerre. Ils multiplient comme ça les faux drapeaux informationnels pour passer en catimini, en cachette, les choses les plus importantes. Vous voyez bien que le débat sur l'énergie, c'est un débat qui est souvent mis de côté, que les journalistes traitent peu. On a la chance d'avoir Pascal Praud qui fait un travail formidable sur CNews, qui tient à ce qui est cette question qui vienne régulièrement sur le devant de la scène, et il le dit. Donc moi, je m'en félicite, mais il faut qu'on déploie l'information. Donc, je dirais que avant toute chose, la première bataille, c'est la bataille de l'information. Information, information, information. Information sur les réseaux sociaux, information des députés. Il faut que nos concitoyens écrivent à leurs députés, écrivent à leurs sénateurs. Il faut que les parlementaires sentent une pression. Il faut qu'ils écrivent nourris de l'information qu'on peut donner par des émissions comme vous faites, par notre magazine, par les réseaux sociaux, par l'action des gueux d'Alexandre Jardin. Et on voit bien Alexandre, qui fait un travail absolument formidable et que je salue d'ailleurs. J'ai eu hier au téléphone, donc très régulièrement, on croise nos informations. Alexandre, il a réussi à populariser la question de la PPE3 et de l'enjeu sur les factures. Ce que nous, on ne parvenait pas, je dirais, par discours qui était un discours peut-être un peu d'expert ou de spécialiste. Non, il faut rendre digestible ce sujet, et surtout il faut qu'il rentre beaucoup plus dans le débat public et dans la sphère de la démocratie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà d'un certain montant de politique, je pense c'est un peu comme une assemblée générale de copropriété. Au-delà d'un certain montant, c'est pas juste le conseil syndical qui prend les décisions, mais c'est tout le monde qui devrait prendre les décisions. C'est-à-dire que quand on engage le pays dans des dépenses qui se chiffrent en milliards, plus les retombées et les conséquences sur les ménages et sur les entreprises, il faudrait qu'il y ait une démocratie plus directe et que les gens soient inclus dans la discussion, inclus dans les décisions. Ça n'est plus supportable qu'on nous évince en tant que citoyens. Nous sommes des gens totalement intelligents, des gens équipés intellectuellement, et si nous ne le sommes pas, c'est de leur faute. Ils ont détruit l'école. Donc, dans tous les cas, il faut revenir à plus de démocratie. Je voudrais passer au sujet suivant, parce que là encore, c'est un sujet, comme vous le dites très bien, qui à travers tous les sujets de diversion divers et variés qu'on nous sert tous les jours, est totalement évincé et qui va être traité et qui a peut-être été décidé aussi en catimini. C'est le sujet d'une nouvelle taxe carbone que j'ai découvert, en fait, j'étais pas du tout au courant. J'ai découvert ça dans votre magazine. Donc, encore une fois, je veux m'ancrer dans votre magazine parce que c'est important, et je conseille encore une fois à tout le monde de lire, parce que l'article qui est sur la nouvelle taxe carbone est édifiant et très bien écrit. Alors, je le trouve un peu complexe. C'est pour ça que je voudrais en parler avec vous aujourd'hui. Vous parlez des certificats d'économie d'énergie ? C'est ça, le SEQE2. Il y a toujours des acronymes insupportables. Alors, on va expliquer simplement parce que c'est Alors, c'est encore autre chose que la question de l'augmentation de la facture d'électricité en raison de la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un truc en plus. Alors, je résume rapidement. Rapidement, c'est très simple. Les pétroliers et ceux qui sont considérés comme faisant des gaz à effet de serre, donc les gaziers et les pétroliers, ont une obligation de mettre des mesures compensatoires et financer des travaux de rénovation énergétique ou de financement des voitures électriques ou de leasing social des voitures électriques. Donc, de dépenser de l'argent. Voilà. Donc, de dépenser de l'argent. Qui va être répercuté. Non, mais il faut le faire très court et très simple. Ça va être quand ils ne peuvent pas le faire, quand ils ne peuvent pas le faire intégralement, quand c'est milliards, donc on parle de presque 8 milliards maintenant, quand ils ne peuvent pas le faire directement, il faut qu'ils achètent des certificats d'économie d'énergie. Et donc, on les voit venir. Le gouvernement, dans un décret, a augmenté les objectifs de compensation des entreprises d'énergie fossile de 20 à 30%. Ce faisant,
eh bien, ça contraint les entreprises qui polluent en termes d'émissions de gaz à effet de serre à leurs yeux à acheter plus de certificats d'économie d'énergie, de l'ordre de 8 milliards, on passe de 6 à 8 milliards. L'augmentation des objectifs va conduire à une augmentation des dépenses des pétroliers. Et cette augmentation de dépenses des pétroliers pour compenser, vous avez bien compris, eh bien, va se répercuter sur la facture de gaz et sur la facture des pétroliers. Et donc, c'est une autre augmentation. Ce n'est pas une augmentation liée à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour moi, ça, c'est absolument un énorme scandale en préparation qui va exploser autant, voire plus que la PPE 3, parce qu'en fait, je vois deux problèmes à ça. C'est donc une histoire de quota carbone. Ils ont cette idée depuis longtemps. Ils essayent de trouver une façon de mettre le pied dans la porte pour y arriver. Ça va mener à quoi? L'explosion du prix, comme vous le dites, pour les ménages et les PME. On voit déjà que les défaillances de PME sont records et que c'est une catastrophe et que le pays est en train de devenir une coquille vide et que en fait les gros groupes vont avoir le monopole sur tout et que petit à petit on écume et on se débarrasse des PME et des auto-entrepreneurs. Et donc première catastrophe. Deuxième catastrophe, c'est le squelette du pass carbone. Et parce quand on rentre dans cette logique de quota carbone, c'est-à-dire que c'est finalement le but final de toute cette propagande continuelle, on va pas se mentir, de transition, de climat, etc., etc. Pas que je nie quoi que ce soit. On peut être d'accord sur un constat et pas d'accord sur les solutions. On est d'accord. Voilà. Et donc, ces solutions-là, pour moi, n'en sont pas. Ça va être vraiment un appauvrissement, une paupérisation totale de la population exponentielle, même par rapport à maintenant. On se plaint maintenant, mais si ça passe, c'est des histoires de quota carbone, parce qu'au départ, évidemment, ce sera sur les méchants pétroliers, les méchantes multinationales qui polluent beaucoup. Et puis, petit à petit, ça va gagner comme à chaque fois, comme tout, et ça va finalement s'appliquer. Non seulement ça va faire exploser les factures, mais en plus, ça va s'appliquer aux particuliers in fine. Et au final, chacun aura son petit passe carbone dans son petit portefeuille numérique. Mais c'est déjà le cas si vous prenez à Paris, les gens qui ont des grosses voitures ou des voitures familiales payent leur stationnement beaucoup plus cher, ou même l'amende de stationnement beaucoup plus cher qu'une petite voiture. Alors qu'on ne prend pas en considération le nombre de personnes qui vont utiliser une voiture. Moi, j'ai une voiture familiale. On ne va pas indexer ma voiture par rapport au nombre de personnes dans mon foyer. Alors qu'une personne qui est célibataire, qui a une petite voiture genre Clio, mais qui est toute seule à l'utiliser, va donc, vous voyez, donc ça. Oui, mais même ça, je vais vous dire, même ça, vous rentrez dans une justification. Oui, mais si vous voulez, c'est ça le piège, c'est qu'ils nous mettent dans une justification On est d'accord. qui est une pente glissante, qui est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on en est à dire, oui, mais nous, on est 5 dans la voiture et donc c'est. Oui, non, en fait, on rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Dans cette rhétorique et en fait, il faut dire non. C'est non en fait. C'est non. En fait, parce que tout ça, c'est basé. En fait, il faut prendre la racine de ce qu'il y a derrière. C'est la décroissance. C'est ça. C'est la décroissance. C'est le pacte vert européen. C'est l'attitude de structure d'extrême gauche ou d'extrême écologie ou d'écolofascisme. Moi, j'utilise le terme d'écolofasciste, qui veulent empêcher la croissance économique. Il faut savoir que une des jouissances intellectuelles de Europe Écologie Les Verts et des écolos, c'est l'augmentation fondamentale de la facture d'électricité. On avait le Parti communiste qui était pour une électricité pour tous de manière égalitaire et l'électricité devait être un bien qui n'était pas un bien de luxe et les partis écologistes décroissants veulent en faire un produit de luxe réservé à une certaine population et dont on doit rendre l'usage difficile. Pourquoi? Parce qu'ils détestent l'électricité abondante, d'où ils détestent le nucléaire. Et de ce fait, si vous voulez, en fait, le carbone, c'est pour eux un moyen de verrouiller l'activité économique et l'activité humaine au travers, parce qu'ils ont même été jusqu'à dire, il y a des années,
Maintenant, la vérité est revenue que les centrales nucléaires émettaient des gaz à effet de serre. On en était même jusque-là, avant que ne soit remis en cause ce dogme de la lutte antinucléaire. Il y a quelques années, on en venait à dire ça. Et donc, ce qui est très important derrière cette politique, c'est la volonté de détruire l'économie. Et ils sont en passe d'y arriver. Parce que c'est derrière la tiers-mondisation. C'est un obscurantisme. C'est un obscurantisme. Ils nous font revenir au vélo, au tuk-tuk à l'âge de pierre, alors que les Chinois en sont au taxi volant. C'est-à-dire on était déjà en perte de vitesse par les mauvais choix géopolitiques et géopolitiques, etc. Mais en plus, on a ce mouvement d'escrologistes. Vous les appelez écolofascistes, moi je les appelle escrologistes, qui nous fait retourner au tuk-tuk, qui n'a plus de. Alors, on est là à mettre des normes de sécurité pas possible, où on va même avoir des caméras dans les voitures pour espionner en fait les gens. Mais à côté de ça, il y a des familles entières sur un vélo avec des enfants qui n'ont pas de casque. On le voit le matin quand on amène ses enfants à l'école, parce qu'il faut toujours replacer. Je prends ces exemples exprès parce qu'il faut toujours replacer dans le réel. Ces gens sont des technocrates, ces gens sont des idéologues qui n'ont plus de notion de ce que c'est que d'amener des enfants à l'école et de la vie quotidienne. Et il n'y a plus de normes de sécurité. Il y a des gens, on les voit, on est horrifiés, on voit des gens qui prennent des risques énormes avec des tout petits enfants dans des tuk-tuk ou des vélos ou des espèces de brouettes. On est aux brouettes en plein Paris. Non, mais c'est un délire. Franchement, on Alors, peut pas rêver. Après notre vidéo, Béatrice, je suis allé en Chine Oui. fin juillet, fin août, début septembre. Donc, je peux vous dire que pendant que nous, la Chine ne nous attend pas. Pendant que nous, on est en train de restreindre notre activité économique et notre activité industrielle, qu'on nous dit qu'il faut mettre des éoliennes pour lutter contre les gaz à effet de serre, la Chine ne nous attend pas. La Chine ne nous attend pas. Ils font des usines au thorium. En fait, ils font tout ce que nous ne faisons pas. Et en fait, ça nous amène à la très bonne interview de Natacha Polony dans votre magazine qui, en fait, en 2 pages, nous décrypte et revient sur toute la stratégie, pardon du mot, mais foireuse de politique énergétique que nous avons menée, qui nous mène dans le mur, où c'est une arnaque absolument folle d'avoir voulu, elle l'explique très bien, et donc encore une fois, je conseille tout le monde de la lire, elle explique très bien qu'on a fait une politique de transition sans développer les filières et en tuant même les filières qui auraient pu nourrir cette transition. Donc finalement, on s'est rendu dépendant des États-Unis du gaz de schiste, d'un côté, en plus avec les sanctions de Bruno Le Maire qui mettait la Russie à genoux, qui a mis que nous à genoux. Et donc, non mais je vous jure, on a l'impression d'être piégé dans un sketch. Et donc, Natacha Polony explique que de l'autre côté, on est totalement dépendant des panneaux solaires chinois, des batteries, etc. Et en fait, on détruit totalement toutes nos filières qui auraient pu nourrir notre transition, en plus de la transition qui a déjà été faite, dont on avait parlé dans notre autre émission, qui était la transition vers le nucléaire. Donc, en fait, notre transition énergétique a déjà été faite. Il faut le rappeler. Bien sûr. Et Natacha, et moi, vraiment, je suis très honoré que Natacha Polony ait accepté cette interview, de même que monsieur Gattaz, l'ancien patron du MEDEF, parce que… Je suis moins d'accord avec lui, mais… Voilà, mais parce que, nous, vous savez, on donne la parole aux personnes qui ont envie de rentrer dans ce débat énergétique, et pas non plus sectaire. Sectaire, voilà. Absolument. Voilà. Mais Natacha Polony, effectivement, c'est un sujet qu'elle aborde régulièrement et elle l'a fait de manière très, très intéressante. C'est un peu sa marotte aussi et c'est pour ça que j'étais content qu'on l'ait. Mais effectivement, le problème de la transition énergétique, en tout cas pour la France, c'est qu'on nous dit qu'il faut une transition énergétique. Non, il n'y a pas de transition énergétique à avoir en France. On est le pays le plus décarboné d'Europe, un des pays les plus décarbonés pour sa population. Je pense qu'en tête d'habitants, par rapport au mix électrique français, on a le mix électrique par habitant le plus décarboné des habitants d'Europe. Donc, nous, on n'a pas de transition énergétique à faire. Ceux qui ont à faire une transition énergétique, ce sont les Allemands, ce sont les Polonais, c'est l'Autriche,
c'est des pays qui sont les mauvais élèves de l'Union européenne. Et Et, et, et voilà. justement, l'Allemagne, on voit bien que l'Allemagne est maintenant au pied du mur et qu'elle commence à prendre des mesures qui contredisent complètement toute sa politique jusqu'à présent, parce qu'ils ont annoncé deux choses assez marquantes. Ils ont annoncé premièrement qu'ils allaient subventionner Oui. donc ils nous ont emmenés dans le mur. Et eux, maintenant, ils se sortent de là en subventionnant leur PME au niveau électricité, parce qu'en fait, il faut rappeler que on peut pas réindustrialiser si on n'a pas un prix d'énergie compétitif. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est ce que le gouvernement, enfin Emmanuel Macron nous répète en boucle. Il parle de réindustrialisation, mais c'est impossible quand on n'est plus compétitif ni avec les États-Unis ni avec la Chine. Comment réindustrialiser? On délocalise. Donc, puisque l'énergie est trop chère, bien sûr. ça n'a pas de sens. Les Allemands se sauvent et les Allemands prennent des mesures pour se sauver sur ça et sur les voitures. Ce qui se passe, ce qui est très grave avec l'Allemagne, et c'est vraiment la voie dans laquelle il ne faut pas aller, c'est que subventionner l'électricité des industries allemandes, dont le coût de l'électricité est en train d'exploser en Allemagne, du fait des éoliennes et des panneaux solaires, et surtout de la déconnexion des lieux de production d'électricité par rapport aux lieux de consommation, qui exigent des réseaux d'électricité considérables, qui augmentent d'autant plus la facture d'électricité, c'est que c'est l'argent des Allemands qui est en train de financer l'électricité. La facture d'électricité doit être payée par le consommateur. Point. Il n'y a pas à mutualiser entre tous les contribuables la production d'électricité. Donc, on voit déjà le dogme allemand de l'Energiewende 2. Ça fait des années qu'on dit que l'Energiewende 2, je précise, l'Energiewende 2, c'est l'idéologie sous-jacente de la politique énergétique de l'Allemagne. Une croissance économique est possible sans nucléaire et sans fossiles. C'est leur logique. Résultat, ils ont mis plein d'éoliennes, plein de panneaux solaires, 55% de leur puissance installée, et le reste, ils compensent avec du gaz russe et maintenant américain, ou du charbon. Aujourd'hui, c'est une catastrophe en Allemagne, et ils ont essayé de nous entraîner parce qu'ils savaient qu'avec notre parc nucléaire, nous disposions de l'électricité la moins chère d'Europe et qui nous permettait la bonne compétitivité. Et donc, en sous-jacent, derrière cette PPE 3 qu'on évoque tout à l'heure, il y a l'influence et l'ingérence allemande qui veut absolument empêcher que nous développions une politique énergétique basée sur le nucléaire et l'hydroélectricité. C'est pour ça qu'elle veut nous imposer en quelque sorte de rajouter encore plus d'éoliennes, alors que RTE, Réseau de transport d'électricité, qui avait fait un rapport il y a quelques années pour dire qu'on allait avoir une augmentation de la consommation, va rendre un rapport dans les prochains jours pour dire que la consommation d'électricité va baisser de l'ordre de 60 TWh. Alors, ce chiffre n'est pas anodin. Donc, RTE nous annonce une baisse de 60 TWh de production d'électricité, de consommation d'électricité, pardon. Or, la production d'électricité par les énergies intermittentes a été en 2024 de 65 TWh. Ça signifie concrètement qu'on n'a pas besoin de l'électricité d'origine intermittente. Vous vous rendez compte? Si on pouvait s'enlever le poids des énergies intermittentes, c'est-à-dire dire on arrête du jour au lendemain ou on donne la priorité de réseau au nucléaire et à l'hydroélectricité, moi je plaide déjà pour ça. À court terme, je vais vous dire quelque chose. J'ai des amis qui sont proches de tout ça et qui eux-mêmes, qui avant étaient à fond éoliennes, ils étaient dans ce train-là et qui aujourd'hui sont dans l'hydroélectrique. Parce qu'ils comprennent qu'on va, voilà, financièrement dans les investissements, etc. Donc, les gens le sentent, les gens le savent, ils ne le disent pas encore publiquement. Et en plus, le pire, c'est qu'avec le surplus d'énergie, vous en parlez aussi dans votre magazine, avec le surplus d'énergie qu'on a en France, on aurait pu faire du minage de Bitcoin, on aurait pu utiliser, au lieu de produire toute cette énergie à perte qu'on paye déjà beaucoup trop cher, mais en plus, on en jette à la poubelle, finalement, on aurait pu se servir de ce surplus d'énergie pour faire du minage de Bitcoin et rentrer dans un autre cercle vertueux. En fait, on fait n'importe quoi. Et au lieu de ça, EDF entend céder une filiale ultra spécialisée dans les grands calculateurs et dans les systèmes qui permettent le minage de Bitcoin et l'exploitation dans l'intelligence artificielle de l'électricité d'EDF. Vous vous rendez compte?
Et donc, on est en train de prévoir cette vente à un Américain d'une filiale extrêmement stratégique d'EDF, qui, dans le contrat de vente, obligerait EDF à ne pas mettre en place d'opérations visant à créer des opérations de minage ou d'exploitation pour l'intelligence artificielle dans une clause de non-concurrence. Donc, c'est absolument édifiant. On est Non, mais dans un… ça peut pas être de l'incompétence. À ce niveau, je le dis à chaque fois, 100% d'échecs, ce n'est pas statistiquement possible sans une volonté consciente. Je veux dire, ça n'est pas possible. Même une horloge cassée donne l'heure 2 fois par jour. On ne peut pas se tromper à ce point. Aussi, surtout, on peut pas, c'est pas possible. Surtout des gens qui ont fait des écoles, qui sont éduqués, qui ont quand même, voilà, on peut les aimer, pas les aimer, mais ce sont quand même des gens qui sont l'élite de la nation. Dans leurs écoles, on leur dit ça d'ailleurs. Donc, je sais bien. Donc voilà, ça n'est pas possible. Donc, il y a soit de la corruption, soit de la malveillance, soit la trahison. Enfin, je veux dire, on entre dans autre chose. Moi, j'ai pas. Il faudrait des enquêtes parlementaires sur tous ces sujets. C'est pas possible qu'on en soit là. Et ça nous amène aussi à une autre filiale qui a été totalement, détruite, massacrée, même européenne, pas uniquement française, c'est la filiale des voitures, la filiale automobile. Il y a une guerre, il y a une guerre contre la propriété privée, ça on a remarqué, mais ça inclut la voiture qui fait finalement partie et qui est complètement complémentaire de la propriété privée, parce que pour les gens qui habitent en ruralité, tout le monde n'habite pas Paris, en France. Donc, mais bizarrement. Et donc, mais ils le comprennent pas. Et donc voilà. Et donc, il y a une vraie guerre contre l'automobile et on a détruit. Et il y a aussi un dossier dans votre magazine sur ça. Et je voudrais que vous m'en parliez un petit peu. On est arrivé vraiment on voit bien que cet objectif de désindustrialisation qui est le fait justement de détruire notre système énergétique rend beaucoup moins compétitive la construction de nos voitures. En plus, on impose des voitures électriques qui, en plus, sont contrôlées par des pays comme la Chine qui sont extrêmement compétitifs du fait justement qu'ils disposent d'un système électrique extrêmement peu cher. Donc, en fait, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Et comme on oblige à la création et la construction de voitures électriques au lieu de voitures à l'énergie fossile, eh bien, en fait, non. C'est le double effet qui se coule. C'est-à-dire que on a d'une part la destruction de la filière énergétique, mais par voie de conséquence, la destruction de le sabotage, destruction et sabotage de notre filière énergétique, non seulement elle conduit à une explosion des importations énergétiques, donc ça c'est la première conséquence. Je rappelle quand même que Van der Leyen a accepté l'importation de 750 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié et d'uranium et de combustible nucléaire américain dans les prochaines années. Donc, je rappelle également une donnée importante que j'ai publiée dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, que les États-Unis sont autonomes énergétiquement depuis 2019 et peuvent vendre leur surplus, que les Russes sont autonomes énergétiquement et peuvent vendre leur surplus, et que l'Europe dépend de 58% de ses importations d'énergie pour sa consommation. Alors que la France était totalement… non, la France dépend de 44% de ses importations. La France est un des pays les moins importateurs d'Europe. Le pays le plus importateur, c'est le Portugal, l'Espagne et l'Italie, autour de 70%, plus de 70%. L'Allemagne, alors là, je vous parle des chiffres d'Eurostat, hein, et l'Allemagne de l'ordre de 65%. Grâce au parc nucléaire, la France dépend de 44%. Pourquoi ? Parce que pour son électricité, elle n'importe pas, elle est exportateur, mais elle a besoin de pétrole, de gaz, et c'est ce qui fait la facture importatrice d'énergie. Hein, c'est cette partie-là qui plombe nos besoins en importation. Quand on dit ça, l'Europe étant fragile énergétiquement, très fragile, très dépendante, déjà, elle paye très cher sa dépendance énergétique. Donc, elle va acheter de l'énergie et sa facture énergétique dans la balance globale va peser sur ses comptes. Déjà, premièrement, premier effet. Deuxième effet, les Américains ont bien compris qu'il fallait vendre cher l'énergie à l'Europe et donc vend son gaz naturel liquéfié
5 fois plus cher que dans le marché domestique. Donc déjà, on a, en termes de concurrence énergétique, une facture d'électricité qui est très élevée sur l'Europe. Et vous comprenez pourquoi les Américains ont un intérêt à avoir la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine va casser la relation historique entre l'Occident, l'Europe occidentale, et l'Europe orientale, la Russie. Et en cassant comme ça les ponts, Nord Stream, puis Brotherhood, puis les différents canaux de distribution de gaz, ils s'arrogent un monopole de distribution du gaz vers l'Europe et donc le maintien des prix élevés. Poutine est même en train de négocier avec Trump le fait que le gaz qui passerait par le gazoduc Nord Stream deviendrait américain avant d'arriver en Europe. C'est-à-dire que ce seraient les Américains qui auraient un droit de péage sur le gaz russe vers l'Europe. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, eh bien, c'est que comme la facture d'électricité et d'énergie est très élevée en Europe, alors, non seulement en vertu du prix du gaz, qui est plutôt en train de baisser actuellement à court terme, mais d'une manière générale, la facture d'énergie, eh bien, ça plombe, couplé avec cette transition énergétique qui crée des taxes sur les factures d'électricité des Européens, des Français, des PME, PMI et des industries, eh bien, c'est le deuxième effet, mais que j'avais souligné dans mon livre Guerre de l'énergie et qu'on retrouve dans l'article sur les voitures électriques, c'est que la compétitivité globale de l'économie européenne est totalement plombée par la facture d'électricité. Donc, c'est le double effet c'est lose-lose. On perd deux fois. Donc, c'est Et non seulement on perd 2 fois, mais c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que puisque donc ça augmente le chômage, donc en fait on est dans une espèce de cycle infernal vers le bas, de spirale vers le bas, et un trou noir en fait. Et donc on ne voit pas le bout avec cette politique qui est il faut casser immédiatement le cercle terrible, vicieux des énergies intermittentes. Alors on nous dit, et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que j'ai été interrogé par Valeurs Actuelles et on me dit mais pourquoi on a moins de consommation? Ça monte, donc ça baisse. Comme l'électricité monte et la facture énergétique monte, les gens font attention. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les économies des Français. Il y a le fait que les entreprises ferment, le fait que les industries ferment. S'il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de consommation. Oui, c'est pas une bonne nouvelle en fait. Ils veulent nous faire. C'est pas une bonne nouvelle la baisse de la consommation. C'est une fuite en avant vers la mort. C'est pour ça que je dis que c'est un obscurantisme parce qu'en fait, si on ne bouge plus, on meurt. Donc en fait, il faut renverser. En fait, Béatrice, en fait, il faut pas se dire. Alors, il y a des gens qui disent la consommation baisse, donc on a moins besoin de ressources énergétiques. Alors que c'est l'inverse. En fait, on doit stopper les énergies intermittentes non souveraines qui plombent les comptes, supprimer les subventions aux éoliennes et aux panneaux solaires, tout ça étant étranger, et tout ça compte 8 milliards à 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an, presque 2 réacteurs nucléaires par an partent dans des subventions et du financement d'énergie intermittente. Et il faut immédiatement mettre en place les plans de construction au plus vite des centrales nucléaires pour qu'on puisse, dans les années qui viennent, avoir de l'électricité en abondance, permettant de ce fait la relance de l'économie et la relance de la consommation. Mais tout ça est volontaire, encore une fois, et je vais vous donner 2 exemples pour lesquels je pense que c'est volontaire. C'est-à-dire que quand on avait fait les DPE de notre appartement il y a quelques temps, il y a quelques années, le logiciel avait multiplié par 4 son estimation de notre consommation d'énergie, enfin du prix de l'énergie par rapport à ce qu'on dépensait vraiment. Et j'avais dit au diagnostiqueur, mais votre logiciel, il y a un souci là, il m'a multiplié par 4, j'ai les factures réelles de ce qu'on paye. On est 4, donc on n'est pas... voilà. Et il m'avait dit, non, ils viennent de nous changer nos logiciels. Effectivement, tout le monde se plaint, mais il y a un problème avec ces logiciels. Donc en fait, ils avaient déjà intégré à l'avance
l'augmentation qui est finalement a rattrapé le logiciel de l'époque, puisque les prix ont augmenté et atteignent maintenant pratiquement voilà, Le montant l'estimation. qui était mentionné. Ouais. Exactement. Donc, vous comprenez que, en fait, avec le recul, on se dit que tout ça n'est pas le hasard. En plus, Emmanuel Macron qui déclarait c'est la fin de l'abondance, la fin de l'abondance. L'abondance énergétique en fait partie et donc on est dans cette décroissance sous des aspects je suis ni de droite ni de gauche et je suis libérale. En fait, pas du tout. C'est l'État. Enfin, c'est vraiment l'inverse de ce qui est annoncé qui se passe et c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et ça nous amène à notre au dernier sujet que je voulais aborder avec vous, que j'ai vu dans votre magazine. C'est cette histoire de promesse électorale de Macron sur le leasing, cette espèce de leasing social sur les voitures électriques. Parce qu'en fait, la moralité de toute cette histoire sur les voitures électriques, c'est que personne ne les achète et que du coup, l'industrie est totalement plombée, qu'en Allemagne, ils vont reculer, voire ils ont annulé certaines mesures sur les moteurs thermiques parce qu'ils voient bien qu'on fonce dans le mur et que c'est un suicide. Et donc, personne n'achète ces voitures électriques. Et donc, Macron avait promis une espèce de leasing social à moins de 100 euros, de pouvoir faire un leasing de voitures. Sauf que ça a été une catastrophe, ce qui est expliqué dans l'article à ce sujet dans votre magazine. La mesure a dû être arrêtée, puis reprise. Mais derrière ça, il y a quand même moi, je voulais juste ajouter ça, qui n'est pas dans votre article, que c'est l'idéologie quand même. On voit bien la patte des Young Leaders et de l'idéologie du World Economic Forum, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, le tout leasing surtout, qui fait qu'au final, nous serons des esclaves du leasing et nous ne posséderons rien en fait et nous n'aurons plus aucune liberté. C'est ça, l'atteinte aux libertés, c'est-à-dire qu'effectivement, le surcroît et la croissance d'énergie comme l'eau ou les produits naturels qui peuvent être au cœur de nos sociétés, en restreignant la distribution, on restreint les libertés. Hein, fondamentalement, le leasing pourra même être associé à la reconnaissance faciale, à un crédit social. Si vous n'avez pas payé, vous ne pourrez pas aller dans la voiture. Si vous n'avez pas avec l'iris de vos yeux ou votre empreinte digitale. Donc, on voit à quel point le système est progressivement totalitaire. Enfin, il l'est, mais il est de plus en plus totalitaire. Et effectivement, cette question. Alors, le leasing social, je voudrais juste vous rappeler qu'on parlait des certificats d'économie d'énergie juste préalablement. Et le certificat d'économie d'énergie est censé financer le leasing social. Et d'ailleurs, les certificats d'énergie, c'est hors bilan. On dirait ça dans l'entreprise, c'est un hors bilan. C'est-à-dire que c'est hors budget de l'État. C'est l'avantage pour l'État de ne pas intégrer ces 8 milliards dans le budget de l'État parce que c'est un tour de passe-passe qui passe d'entreprises énergétiques vers ceux qui vont émettre les certificats carbone, les certificats d'économie d'énergie. Donc, vous voyez, il y a aussi une façon pour l'État de dégager par ce biais des certificats d'économie d'énergie une partie de ce qui normalement devrait être intégré dans le budget de l'État. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui, je précise que vous parlez de les quotas carbone. C'est juste pour ça. Les certificats d'économie d'énergie. C'est les quotas carbone, voilà, qui vont ceux dans l'augmentation. Voilà, et vous avez tout à fait raison. On voit comment ils sont en train de préparer le squelette d'un crédit social où tout est interconnecté, tout ne sera plus que leasing, où telle mesure financera telle autre, et on ne pourra plus, comme l'Union européenne, en fait, on ne pourra plus s'en sortir parce que la machine est en train de s'auto-programmer, de se refermer, le système est en train de se refermer sur lui-même. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que l'énergie est un bien absolument précieux et que, je rappelle souvent, l'énergie, c'est le sang de la société. Si vous n'avez pas assez de sang, une centrale nucléaire, schématiquement, les centrales nucléaires de la France, c'est le cœur battant de la France. Le réseau électrique, c'est le réseau sanguin. Si vos centrales nucléaires ne fonctionnent pas ou sont mises en sommeil, c'est la sous-tension. Vous n'avez pas d'électricité ou du moins beaucoup moins dans le réseau. Donc, il faut être à la fois
vivant, il faut avoir une électricité abondante, une tension correcte, pas une surtension. Vous voyez, donc le pays, c'est un corps vivant. Et l'électricité, c'est ce qui fait que ce corps vivant agit économiquement et puissant. Il l'a bien compris, hein, Donald Trump. Donald Trump, il a créé en février, je ne sais plus si j'en avais parlé au mois de juillet, le Conseil national pour la domination énergétique. L'électricité, l'énergie, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir politique, mais c'est aussi le pouvoir économique. Et donc, cette politique qui à la fois détruit l'activité humaine et décroissante, elle a pour vocation pour détruire les qualités d'innovation de l'Europe. Hein. D'ailleurs, c'est assez surprenant, mais Donald Trump, il a évoqué son inquiétude de voir l'Europe civilisationnellement être en péril, ce qui n'est pas entièrement faux, mais elle est aussi en péril parce qu'elle a un problème avec ses importations d'énergie. Donc, c'est un enjeu absolument majeur des prochaines années. C'est un enjeu qui est sous-traité par nos politiques. Il y a quelques sénateurs vaillants, il y a quelques députés vaillants, mais il y a une incompréhension politique et ceux qui ont les manettes du pouvoir agissent dans des intérêts divergents de celui des Français. Et dans ce que j'appelle cette trahison énergétique. Voilà, la transition énergétique a été remplacée par la trahison énergétique. Et c'est aussi sous-traité par les médias qui ne prennent jamais cet angle-là parce qu'en fait, cette décroissance même énergétique et cette décroissance d'abondance amène à un contrôle des populations avec une espèce de circuit fermé qui est mesure décroissante, subvention du coup des plus pauvres parce que oui. Du coup ça devient la politique des petits chèques pour faire exactement. survivre, garder la tête hors de l'eau et chèque énergie. Voilà. Et en fait, on est dans une boucle fermée où finalement on prend le contrôle de. Il y a un déclassement des classes populaires, donc finalement une paupérisation où il y a un tout petit pourcentage de gens qui est dans la caste qui s'en sort très bien avec de l'argent siphonné qui va vers leurs intérêts privés, et puis le reste de la masse qui est totalement déclassée et qui est maintenu la tête hors de l'eau par une politique de petits chèques, mais qui dit petit chèque dit contrôle, parce qu'attention, si vous n'êtes pas gentil, on coupe le petit chèque. Donc c'est vraiment un cercle vicieux obscurantiste et il faut en parler absolument. La crise des Gilets jaunes de 2018, elle est la compréhension par le peuple, par la France périphérique, par la France rurale. Je me souviens très très bien des premières manifestations, pas celles qui avaient été récupérées par le ministère de l'Intérieur et l'extrême gauche alliée à certaines officines, mais la crise des Gilets jaunes, c'était tout d'abord une crise de petits commerçants, de retraités, de personnes qui justement pouvaient être impactées par la place de l'énergie dans leur pouvoir d'achat. Et c'était déjà les prémices de la compréhension de l'importance des taxes sur l'énergie. Si le gouvernement n'y prend pas garde, alors ils avaient envoyé des comment ils appellent ça, vous savez, des fusils avec des balles en plastique. Les LBD. Donc, ils avaient envoyé ça contre la France et contre les Français, fracassant certaines têtes de manière irrémédiable, de pauvres gens qui défendaient simplement leur pouvoir d'achat. Et donc, ça a fait des dégâts dans l'opinion publique. Ça a fait d'énormes dégâts. Ils ont la même méthode avec les agriculteurs. On voit très bien comment le Green Deal et la PAC est à remplacer finalement un système de production par un système de subvention, et donc a fait des agriculteurs, pas des esclaves, mais je veux dire, ils sont des assistanats. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il faut bien que le gouvernement comprenne. Et c'est un peu ce qu'exprime le mouvement des gueux d'Alexandre Jardin, où, prenant en considération le fait qu'il y a la violence qui s'est exprimée contre les Français qui vous défendent leur pouvoir d'achat, il faut trouver une autre méthode. Je trouve que là-dessus, Alexandre a vraiment bien trouvé le là sur la façon de fonctionner. Et en fait, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu
de société, de faire société, pour utiliser un peu une formule à la macroniste, faire émerger la République, faire émerger la démocratie, faire émerger la parole du peuple, et on va gagner. C'est irrémédiable, parce que vous parliez tout à l'heure des comptes et des budgets. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En 1789, il s'avère que moi, j'habite à Versailles, juste en face de l'église où est parti comment dire, le convoi qui a emmené aux États généraux. Rappelons que quand Louis XVI convoque les États généraux, c'est parce qu'il est endetté de manière effroyable à cause de la guerre aux Ce États-Unis. sont les mêmes raisons. J'apprenais ça avec mon fils, je réapprenais ça avec mon fils qui est en CM2, et c'était exactement les mêmes conditions. C'est frappant quand on relit cette époque. Tout à fait. On est à ce moment-là. Exactement. Et moi, l'autre jour, puisque le jeu de paume n'est pas très loin de chez moi, je suis allé au jeu de paume. Rappelons ce que c'est que le jeu de paume. Le jeu de paume, c'est cette réunion sous l'égide de Bailly, qui est un député monarchiste, hein, donc il est royaliste, hein, il n'est pas républicain. Et ils disent, bon, les États généraux, c'est un vote par ordre. Donc, on a la noblesse. Donc, ça, c'est la noblesse. Bah, c'est la noblesse de robe. C'est la noblesse parisienne. C'est la nôtre. Je le dis tout à fait. Voilà. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Sauf que ce n'est pas égal, sauf que le tiers-état, c'est 80% de la population. Non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un vote par tête, il y avait un vote par ordre. Donc, il y avait le vote du tiers-état, le vote de la noblesse et le vote du clergé. Et donc, évidemment, le clergé votait toujours avec la noblesse. Donc, le clergé aujourd'hui, c'est le clergé médiatique, c'est les nouveaux curés de la bien-pensance. Alors qu'il n'était que 20% de la population, comme actuellement les macronistes, quoi. Enfin, en tout cas, même moins aujourd'hui. Et donc, Bailly, au jeu de paume, c'était pas un acte révolutionnaire ce que fait Bailly. Il dit, bon, on est dans une société moderne, on se réunit et on fait une réunion jusqu'à temps qu'on puisse avoir un vote par tête. Et c'est là où les États généraux se transforment en Assemblée nationale, et puis ensuite, progressivement, avec la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, où il faut relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La République, c'est le fait du contrôle par le peuple de l'usage des deniers publics. C'est pas des technos qui décident du pognon et qui n'ont pas à rendre des comptes aux Français et à la République. Et donc, en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est une crise institutionnelle, parce qu'en fait, on a au pouvoir des gens qui ont fait une contre-révolution. C'est un peu surprenant, mais en fait, ce sont des monarchistes qui reviennent au mécanisme d'ancien régime et qui outrepassent les valeurs de la République. Et c'est assez drôle. Et qui veulent instituer un système néo-féodal, d'ailleurs. On le voit dans. C'est ça. Enfin, ce sera l'objet d'une autre émission parce qu'on. Non, mais c'est intéressant parce que c'est passionnant. C'est passionnant. Et quand on relit l'histoire, vraiment, hein, relisez tous la période juste avant pré-révolutionnaire et vous verrez, on y est. C'est maintenant. Tous les détails sont là. C'est édifiant et c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça qu'il convient, et je finirai sur cette touche, c'est que la crise énergétique qu'on peut assimiler aux disettes qu'il y avait juste avant la fin de la période de l'Ancien Régime, avant la Révolution, la disette, les problèmes, là maintenant c'est l'énergie, c'est que si on n'y prend pas garde, dans un problème révolutionnaire, et c'est pour ça qu'il faut une révolution douce, ou du moins un rétablissement de la République, eh bien, il y a toujours l'extrême gauche qui est là, aux aguets, et si on n'y prend pas garde, eh bien, l'extrême gauche, les sans-culottes, les Robespierre et les Marat et les Danton sont là pour s'immiscer et récupérer le pouvoir. Et c'est là-dessus où il faut être extrêmement vigilant parce que c'est un danger numéro 1.
Voilà. On est pris en étau. En tout cas, merci infiniment. Je rappelle, voilà, transition et énergie. Renseignez-vous, allez sur le site. Prenez-le vraiment parce que c'est passionnant. Et vous voyez, ça génère plein de conversations. On part sur plein de choses et ça donne vraiment un point de départ pour vraiment une vision globale des choses et de la situation en France. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Fabien Bouglet. Comme Merci, d'habitude, Béatrice. c'était passionnant, c'était super. Merci à vous et à bientôt, tout le monde. À bientôt. Au revoir.